présentation. Merci à Florence Hubnard d'avoir bien défriché le sujet. Je vais essayer d'approfondir un peu en insistant plutôt sur le vélo, puisque ça n'a pas été abordé encore jusqu'à présent, ou très peu. Je vais commencer par vous dire quelle est ma méthode de travail. En fait, je prends, comme vous, un recul historique très important pour comprendre quelque chose à la mobilité. C'est indispensable. Il faut au minimum un siècle de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a d'énormes inerties en matière de mobilité, en tout genre. Et que donc les choses évoluent assez lentement, mais à long terme, assez profondément à vrai dire. Et même, les choses peuvent radicalement changer si on prend plusieurs dizaines d'années de recul. Et on l'a vu avec la marche. Elle était dominante, elle est devenue minoritaire, même si ça reste un mode encore tout à fait important en France, en Europe, beaucoup moins aux États-Unis où on est tombé à 6% de part modale. C'est très impressionnant. La deuxième point de méthode sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut vraiment observer les autres pays. Il ne faut pas rester au cas français, parce qu'il n'y a pas vraiment de spécificité française. En grattant, on peut en trouver, mais en réalité, on peut s'inspirer largement de ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays européens, et voir que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est ce qui s'est déjà passé dans d'autres pays un peu plus tôt. Il y a, si vous voulez, des décalages dans tout cela. Et enfin, je tiens à avoir une approche systémique qui est indispensable. Alors, c'est une banalité aujourd'hui d'avoir une telle approche, mais en tout cas, elle est utile au moins à 3 niveaux. D'abord, le système ville, comme vous l'avez bien dit, c'est un équilibre permanent, la ville, entre, en gros, facilité de déplacement et forme urbaine. En gros, on a eu une ville du piéton qui était très dense, puis une ville des transports publics en doigts de gants, et enfin une ville automobile très étalée. Donc j'y reviens pas. Le transport, les déplacements plus généralement, c'est aussi un système. On a un ensemble de modes de déplacement qui se complètent, c'est souvent ce sur quoi on insiste, mais qui sont aussi en concurrence. Ça, on n'a pas envie de le voir, parce que les politiques, en gros, tous ceux qui s'intéressent aux modes de déplacement ne veulent pas reconnaître, n'ont pas trop envie de se coltiner la concurrence entre les modes de déplacement. Pourtant, elle est très importante, elle est très courante, et on va voir que l'aborder sereinement, c'est tout à fait utile pour comprendre comment évoluent les parts modales, notamment, si vous voulez, comment le gâteau des déplacements se distribue entre les modes de déplacement, c'est ça qu'on appelle les parts modales, comment ces parts modales évoluent. Et puis enfin, chaque mode de déplacement est lui-même un système. Ça, c'est pas toujours compris. On le comprend bien quand il s'agit d'un tramway. On sait bien qu'un tramway, il a besoin d'une voie spécialisée. Il ne peut pas rouler comme ça sur la chaussée et qu'il a besoin d'une caténaire, d'arrêt et même d'un code de la route particulier. Enfin, on le comprend bien pour les transports ferrés. On le comprend déjà un petit peu moins bien, mais quand même avec les bus qui ont besoin souvent de voies spécialisées, de couloirs bus. On le comprend depuis quelques années seulement, depuis 25 ans à peu près, pour la voiture. Ce n'est qu'en 1994 qu'on a compris que la voiture forme un système, que ça n'a aucun sens de se déplacer en voiture s'il n'y a pas un réseau adapté, des services adaptés, un urbanisme adapté, une formation des conducteurs correcte, etc. La voiture, c'est un système. Et on parle de système automobile. C'est un certain Peter Hall, un urbaniste célèbre anglais, qui a compris cela. Et alors, un certain nombre d'auteurs, dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul, se sont engouffrés dans cette idée de système automobile en disant « mais pour le vélo, il y a évidemment la même chose. Il y a un système vélo ». Donc on a été plusieurs à proposer de décrire le vélo comme un système, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement des véhicules, des bicyclettes, mais aussi un réseau cyclable suffisamment sûr et maillé,
des services à la hauteur, par exemple pouvoir faire réparer son vélo, et aussi une sécurité, un niveau de sécurité suffisant et homogène, etc. Donc chaque mode de déplacement est un système. Et la marche elle-même, évidemment, est un système. Alors certes, c'est un système un peu rudimentaire, mais il faut quand même des bonnes chaussures, je vous assure, sinon on ne va pas bien loin. Si on a des chaussures qui vous font mal, il faut aussi des trottoirs aplanis, il faut vraiment une qualité de surface correcte, surtout pour les PMR, etc. Bon, alors je vais rentrer dans le détail. On va voir un peu tout l'aspect historique. Et je vais vous proposer là un schéma qui est une ambition folle, et qui reste un schéma, hein, et qui est terriblement déterministe. C'est pas du tout à la mode dans le monde des historiens. Pour un historien, il n'y a aucun déterminisme. Pourtant, on va voir qu'il y en a énormément dans le domaine des transports. On va regarder la courbe bleue. Là, la courbe bleue, les trois courbes bleues. Alors, donc, la courbe bleue, c'est celle de la voiture. Oui. En fait, la voiture, elle a commencé, hein, ici on a un cas d'application de ces courbes, selon le type de tissu urbain, centre, proche périphérie, grande périphérie. En fait, la voiture a d'abord conquis les centres-villes. Alors, pour tous ceux qui sont un peu jeunes ici, ça peut vous paraître tout à fait étrange, parce que c'est dans les centres-villes aujourd'hui qu'elle est le plus calmée, la voiture, qu'on a le plus essayé de faire régresser la voiture. Eh bien, il faut savoir qu'à Paris, on va prendre l'exemple parisien, ce sera plus simple. À Paris, c'est d'abord dans les quartiers ouest de la ville et dans le centre-ville que la voiture a conquis la chaussée. Et il n'y avait que très peu de voitures en grande périphérie urbaine de l'Île-de-France. C'était un endroit calme, il y a encore, on va dire, allez, 50-60 ans. Eh bien, c'est ce que disent ces courbes. Donc, la croissance du trafic auto a commencé dans les centres-villes, puis s'est propagée en proche périphérie et a fini par atteindre la grande périphérie. Alors, passons à aujourd'hui. Aujourd'hui, disons, depuis les années 90, le trafic automobile décroît dans Paris, et tenez-vous bien, entre 1990, qui a été le sommet du trafic auto dans Paris, et aujourd'hui, le trafic auto dans Paris, intramuros, a diminué de 45%. Qui c'est ça? Et c'est Chirac, le bon Chirac, encensé récemment, qui le premier a réduit le trafic auto. Il ne le savait pas lui-même, hein, mais il a mis des potelets pour préserver les trottoirs du stationnement illicite des voitures, car il y avait des voitures partout, elles avaient envahi tous les espaces publics. Vous n'imaginez pas comment Paris était, dans les années 60, 70, totalement envahi de voitures, partout, sur le parvis de Notre-Dame, devant l'hôtel de ville, la voiture était partout. Et donc, les services de la ville, avec l'accord de Chirac, ont commencé à mettre des petits poteaux le long des trottoirs. Il y en a, on ne sait pas, 1 million. Adopter un potelet. Pour éviter le stationnement illicite sur les trottoirs. Et c'est ça qui a rendu compliqué, qui a commencé à rendre compliqué le trafic auto dans Paris, et les gens ont commencé à réduire l'usage de la voiture dans Paris. Puis est arrivé Tibéri, avant Delanoë, et c'est Tibéri qui clairement, en 96, janvier 96, décide une politique de restriction de la voiture, pour exactement les mêmes raisons que la gauche aujourd'hui. Trop de pollution, trop de bruit, trop d'accidents, enfin tout quoi. Et alors donc voilà, autrement dit, Delanoë et Hidalgo s'inscrivent ont quand même accéléré le mouvement par rapport à la droite, mais avec la droite, on avait déjà réduit de 15% de trafic auto dans Paris intramuros. Bon, et puis maintenant, la réduction du trafic auto, elle se répand à la banlieue proche, et même un peu plus lointaine, donc par exemple une ville comme Montreuil ou Saint-Denis, ou même Rueil. Ce sont des villes qui ont fait d'énormes efforts pour réduire le trafic auto, qui sont en zone 30, qui sont, vous voyez, des choses comme ça. Et en grande périphérie, eh bien aujourd'hui, on commence à voir les prémices d'une réduction du trafic auto, avec des gens incroyables qui disent « nous on veut des trottoirs ». Et oui, car vous êtes habitués aux trottoirs dans Paris intramuros, mais en grande périphérie, il n'y en a pas forcément des trottoirs le long des voiries.
Et il y a des gens qui disent en grande périphérie, on en a marre d'emmener nos enfants à l'école en voiture, on aimerait bien qu'ils soient plus indépendants, qu'on ne soit pas obligé de les conduire. Voilà. Donc on voit comme ça apparaître des petits événements, alors c'est encore ténu, c'est encore limité, mais la voiture commence aussi un tout petit peu, dans certains espaces, mais pas tous, de loin pas, à régresser en grande périphérie. Mais globalement, comme vous l'avez dit, il faut bien le dire, la voiture, dans la plupart des grandes périphéries, continue encore à progresser un peu. Donc le bilan, il est mitigé, mais disons qu'on commence à voir des inversions ici ou là, mais globalement, la voiture progresse encore. Et puis on peut continuer. Alors, est-ce que la voiture va régresser aussi vite qu'elle a cru ? Elle a cru, dans les années 50-60, c'était plus 10% par an. C'était énorme. Aujourd'hui, on est à moins 4, moins 5% par an dans Paris intramuros. Donc, vous voyez, la pente n'est pas la même. La pente de régression du trafic auto n'est pas la même que la pente de la hausse du trafic auto dans les années 50-60. Il y a des inerties liées au bâti, liées à toutes sortes, aux habitudes de déplacement, à toutes sortes de choses. Mais il me semble, pour un tas de raisons que je n'aurai pas le temps de développer ici, qu'on va forcément vers une régression du trafic auto parce que la voiture provoque quantité de nuisances et notamment, elle épuise les ressources de la planète. Il y a déjà plus d'1 milliard de voitures sur Terre. En 2050, on dit qu'il y en aura peut-être 2-3 milliards de voitures. Okay. C'est juste incompatible avec les ressources métalliques et bien d'autres ressources dont on dispose. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, il y aura toutes sortes de blocages qui fera qu'on sera bien obligé de réduire le trafic auto. À quel rythme ? Tout ça, c'est discutable. Alors je vous ai mis une autre courbe qui est parfaitement symétrique, qui est le vélo. Alors c'est là encore un schéma, mais ce qu'on constate historiquement, c'est que quand il y a peu de voitures, il y a beaucoup de cyclistes, et quand il y a beaucoup de voitures, il y a peu de cyclistes. C'est vraiment des courbes parfaitement opposées, enfin parfaitement, très opposées, on va dire, pour être le plus juste possible. Et en gros, bon, je vous le fais très court, mais si on veut relancer le vélo, il faut réduire le trafic auto. Et ce n'est pas les aménagements cyclables qui favorisent d'abord la voiture, le vélo. C'est la baisse de la voiture. Alors évidemment, si vos aménagements cyclables prennent de la place à la voiture, on fait d'une pierre deux coups. Et là, c'est très bien. Mais si vos aménagements cyclables ne prennent pas de place à la voiture, l'impact sur la hausse de la pratique du vélo est faible. Donc par exemple dans une ville comme Canberra, qui est en Australie, il y a tous les aménagements cyclables que vous voulez, mais comme il y a tellement d'espace sur la voirie, ça ne gêne pas du tout la voiture, donc le vélo, il a repris un petit peu, mais enfin, pas grand-chose. D'où vient cette modération de la circulation automobile ? Alors, donc là, j'ai mis qu'un schéma montrant l'évolution entre centre, proche périphérie, grande périphérie. Mais on peut appliquer ce schéma, qui montre des décalages, au pays. Donc, où est-ce que ça a commencé la modération du trafic auto ? Aux Pays-Bas. Pour des raisons historiques. Simple, c'est le pays le plus anciennement urbanisé d'Europe. Et donc, quand la voiture a déboulé dans un pays très anciennement urbanisé, où la qualité de vie urbaine est excellente, eh bien, ça a été perçu comme terrible. Et les habitants se sont battus au propre, on peut dire, vraiment, parce que il y a des vidéos qui montrent sur Internet comment les gens, par exemple à Amsterdam en 1972, dans le quartier De Pijp, qui est un quartier populaire, comment les gens mettaient des barrières au milieu de la rue pour empêcher les voitures de rouler, parce que ces voitures écrasaient les enfants. Les enfants, on n'a pas trop parlé, mais c'est un sujet clé. Et puis un autre pays très anciennement urbanisé, encore plus, c'est l'Italie du Nord, figurez-vous. Eh bien, ils ont fait pareil. Dès la Renaissance, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, en Toscane, 45% des gens vivaient dans les villes. Aux Pays-Bas, c'est au XVIIe siècle que plus de 50% des gens vivaient déjà dans les villes. Bon, donc, ça a commencé par les Pays-Bas, c'est ensuite l'Allemagne qui a pris le relais, pour faire très simple, et ensuite la France. Okay.
Évidemment, il y a d'autres pays entre-temps. Bon. Donc on peut appliquer ce schéma à l'évolution de ce qu'on appelle la modération de la circulation. C'est un concept allemand, Verkehrsberuhigung. Les Allemands, c'est les rois des concepts. Ils produisent des concepts. Et c'est eux qui ont théorisé ce qu'a fait les Pays-Bas, puis qui l'ont appliqué de façon systématique. Et puis nous, on a repris ça à partir des années 90. On s'est inscrit dans les pas de l'Allemagne. Donc voilà, les Pays-Bas, ils ont fait des cours urbaines. Les Allemands, là, on est à Stuttgart. Vous voyez, s'amusent à mettre des carrés de gazon sur les voitures en stationnement sur la Grand Place, histoire de dire on pourrait peut-être faire autre chose que de mettre des voitures sur la Grand Place. Ici, on est en Italie du Nord. Dès les années 70, l'Italie du Nord ferme tous ses centres-villes historiques au trafic auto. Du jour au lendemain, allez, voiture interdite. Nous, on y songe vaguement à Paris. Peut-être que dans les 4 premiers arrondissements, peut-être qu'un jour, on pourrait supprimer le trafic auto. Eux, ils l'ont fait dès les années 70-80. OK ? Donc, ce n'est pas une question de pays latin, pas latin, ou de culture latine, rien à voir. Et puis nous on a quand même, notre morceau de bravoure, ce sont les tramways. C'est nous qui avons relancé le tramway moderne et qui avons beaucoup calmé les villes. Il y en a 40 des tramways en France, dans des villes, et on a beaucoup calmé les villes. Et c'est ça qui a permis de reconquérir l'espace public pour les piétons, pour les cyclistes aussi, dans beaucoup de villes. Puis et les villes à métro s'y sont mis aussi en disant « mais c'est super, ces villes à tramway calmées, on va faire pareil ». Bon, donc moi je défends également une démarche, vous voyez, je vous parle de tous les modes de déplacement. Je n'arrive pas à ne parler que du vélo, que de la marche. En fait, il faut penser l'ensemble des modes de déplacement en même temps si on veut comprendre quelque chose. Alors évidemment, ça complique les choses, mais en gros, le gâteau des déplacements, il est limité. En fait, on ne se déplace que 3 à 4 fois par jour, en moyenne, de tout temps. Disons en tout cas, depuis qu'on a des statistiques sur le sujet, c'est-à-dire depuis 60 ans, on sait qu'on se déplace 3 à 4 fois par jour. 3,5 à 4 fois, par exemple, en Île-de-France. Bon, donc ça veut dire que si vous encouragez un mode de déplacement, ça va se faire forcément au détriment d'un autre mode de déplacement. Vous voyez, c'est un jeu à somme nulle. Si vous voulez encourager le vélo, alors ça, ce schéma, vous voyez, qui a l'air très compliqué, cette espèce de Rubik's Cube horrible. Si vous voulez encourager le vélo, je vous ai mis là le vélo, eh bien, il faut se demander d'où vont venir les nouveaux cyclistes. Alors, on aimerait bien que ce soit tous des automobilistes qui se mettent au vélo. Ça ne se passe pas comme ça du tout. C'est d'abord des piétons qui se mettent au vélo, des usagers des transports publics, et puis un petit peu d'automobilistes. Mais si on favorise le vélo à assistance électrique, alors là, on va découvrir que c'est quand même beaucoup plus d'automobilistes, mais pas ceux qu'on croit. On voudrait que ce soit des salariés qui, au lieu d'aller en voiture au boulot, prendraient un VAE. Non, c'est surtout des retraités qui renoncent à la deuxième voiture et qui se mettent comme ça au VAE. Et pourquoi pas, c'est pas si mal aussi. Donc vous voyez, il faut essayer de comprendre comment se recompose l'ensemble des modes de déplacement selon ce Rubik's Cube qui est le système de transport. Donc, on voit que, par exemple, si pas mal de nouveaux cyclistes à Paris sont d'anciens usagers du métro, c'est pas si mal non plus, parce que ça va libérer de la place dans le métro, qui en a bien besoin, il est saturé, et ça va peut-être attirer des automobilistes. Donc, vous voyez, c'est un jeu de domino qui très compliqué, qu'on n'arrive pas bien à comprendre, à vrai dire, et moi pas plus qu'un autre, sinon que j'ai compris que c'était compliqué. Bon, c'est déjà un progrès, parce que souvent on nous dit c'est simple, ça va, rendons les transports publics gratuits, ça va réduire le trafic auto. Vous avez entendu ça? Qui est pour le transport public gratuit ici? Tout le monde, ok? Eh bien voilà, le problème c'est que quand vous rendez le transport public gratuit, le mode de déplacement que vous matraquez le plus, c'est le vélo. Ah, flûte alors. Et vous réduisez très peu la part modale de la voiture. Et là, il y a un ange qui passe et vous vous dites soudain, ah ouais, tiens, c'est peut-être plus compliqué. Ok?
Donc je ne dis pas que je suis contre le transport public gratuit, je dis que cette idée qui a l'air bonne comme ça, il faut la réfléchir, hein, il faut y réfléchir, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Une hiérarchisation logique des modes de déplacement. Alors voilà, donc vous avez compris, là je ne l'ai pas encore trop dit, mais dans ce schéma, je dis qu'on est en train de changer de paradigme. Bon, tout le monde le dit, mais on est en train de passer du tout automobile à des rues pour tous. Alors le tout automobile, qu'est-ce que c'est ? On l'utilise beaucoup, l'expression, c'est une expression en gros de journaliste, quoi. Eh bien je pense qu'on peut en faire un concept. Le tout automobile, c'est la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. Voilà comment on peut le définir. Et si on le définit comme ça, je ne suis pas le seul à le faire comme ça, Johan Demolli et son collègue Pierre Lannoy viennent de sortir une sociologie de l'automobile, très bien ce petit bouquin, eh bien, définissent aussi le tout automobile comme ça, je répète, la priorité accordée à la voiture en toutes circonstances. C'est-à-dire que les autres modes de déplacement ont le droit de se développer, ont le droit de faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'on ne gêne pas la voiture. Vous voyez, c'est ça le tout auto. Et alors l'idée, c'est de se dire que bon, ça c'est plus viable, à cause de toutes les nuisances du trafic auto, et que donc il faut passer à autre chose. Mais à quoi ? Est-ce qu'il faut aller vers la priorité au transport public ? Ben non. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit, quel est le mode de déplacement le plus vertueux, c'est-à-dire qui produit le moins de nuisances, le plus démocratique, le plus compatible avec une vie urbaine, donc le plus excellent pour la santé, c'est le piéton d'abord, bien entendu. Et puis tout de suite après, le vélo. Et donc on arrive avec cette idée de hiérarchiser les modes tout à fait différemment, et cette nouvelle hiérarchie des modes, en mettant la voiture individuelle en solo tout en bas, cette nouvelle hiérarchie des modes de déplacement, elle est en débat dans le monde entier. Et moi j'aimerais qu'elle soit en débat pendant ces municipales, qu'au lieu de parler de la gratuité des transports publics, on parle de ça. C'est ça qui importe. Et quelle priorité donne-t-on au mode de déplacement ? Est-ce que c'est le transport public qu'il faut rendre prioritaire ? Non, je pense qu'il a des vertus, le transport public, mais il a beaucoup moins de vertus que la marche ou le vélo. Ce sont les modes actifs les plus vertueux, et de très loin. Alors vous me direz, oui, mais on ne peut pas faire tout à pied, à vélo. Eh bien, regardons. Est-ce que les modes actifs sont encore des modes de proximité ? Alors la marche, oui, on est bien obligé de reconnaître que c'est un mode de proximité. Mais est-ce que le vélo est encore un mode de proximité ? Et là, moi je dis, plus vraiment. Regardons, qu'est-ce qu'on peut faire à vélo ? Il y a encore pas longtemps, quand j'osais dire, vous savez, on peut faire jusqu'à 5 km à vélo. Oh, vous pensez vraiment ? Aujourd'hui, mais ces 5 km, ils ont explosé. Tout le monde dit qu'avec un VAE, on peut faire facilement 10 km. VAE, pardon. Vélo à assistance électrique. Hein. Avec un VAE, franchement, on peut faire facilement 10 km. Et même avec des vélos dont vous n'avez même pas entendu parler, vélo mobile, ça vous dit quelque chose, on va voir. Hein. Bon, avec des vélos un peu modernes, eh bien, on peut faire encore bien plus. Alors, tout de suite, on va regarder, voilà des vélos, voilà. Donc, ça c'est un VAE, ça vous dit encore quelque chose, là. En haut, à gauche, un VAE. En haut, à droite, vous avez un vélo couché. C'est déjà bien plus efficace parce que comme vous êtes couché, vous pouvez vous appuyer votre dos et être bien plus efficace en pédalant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les vélos couchés, qui ont été inventés dans les années 30, ont été interdits en 1934 par l'UIC, l'Union internationale du cyclisme, parce qu'ils étaient trop efficaces. Tous ceux qui étaient en vélo couché gagnaient toutes les courses. Donc, on a interdit le vélo couché parce qu'il était trop efficace. Et donc, plus personne ne sait ce que c'est qu'un vélo couché aujourd'hui, sauf quelques pratiquants ou quelques personnes un peu fun ici, fans. Mais il y a d'autres trucs. Alors il y a par exemple le vélo mobile, cette espèce d'engin au milieu là, espèce de petite bombe. Et ça c'est terriblement efficace ce truc. Pourquoi ? Parce que c'est un tricycle et on est en train de découvrir que les quadricycles sont encore plus efficaces. Un tricycle ou un quadricycle caréné avec une coque en résine où il y a encore mieux que la résine, parce que la résine c'est pas
c'est pas recyclable, mais on peut faire une coque en matériaux recyclables. Et bien ce truc-là, parce qu'il y a un taux de pénétration dans l'air excellent, vous pouvez faire avec la même énergie musculaire qu'avec un vélo normal, vous pouvez aller à 28 km/h, 30 km/h, sans plus d'effort qu'à 18 ou 20 km/h avec un vélo normal. Vous avez aussi des cargocycles qui permettent de trimballer toutes sortes de choses. Le vélo pliant, qui est quand même une solution extraordinaire en complément avec les transports publics pour des déplacements ponctuels. Pour des déplacements réguliers, il vaut mieux du vélo, plus transport public, plus deuxième vélo, comme le fait les Pays-Bas. Les Pays-Bas, vous avez 45% des gens qui vont à la gare à vélo, et 15% qui, à l'arrivée, ont un autre vélo qui les attend. Vous voyez, vous imaginez quoi. Donc nous, on est juste en train de découvrir que c'est possible, ça. Bon. Et puis enfin, vous avez même maintenant, il commence à arriver sur le marché, des vélos-voitures. Les bike cars, comme disent les Américains. Là, vous avez un truc suisse qui s'appelle le Twike. Bon, c'est horriblement cher, 9 000 €. Bon. Mais c'est une biplace et on pédale, je vous assure. On pédale là-dedans. Évidemment, c'est aussi assisté électriquement. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire entrevoir un tout petit peu les possibilités d'innovation dans ce domaine. Donc je reviens à ça. Donc le système vélo, j'en ai pas encore parlé, mais en réalité, là je n'ai parlé que du vélo. Mais il faut évidemment que tout le système évolue en même temps. Et donc par exemple, beaucoup de villes commencent à mettre en place, et Paris en est un bon exemple, un réseau structurant. Ici on l'appelle le REV, Réseau Express Vélo. À Strasbourg, j'ai oublié le Vélostrasse, ça s'appelle, parce qu'il y a un jeu de mots, en alsacien, je vous passe le détail. Et puis vous avez les Pays-Bas qui développent à coût de dizaines de millions d'euros des réseaux vélos structurants autour de toutes les grandes villes néerlandaises, vous voyez. Donc on peut faire aujourd'hui Utrecht, Amsterdam à vélo. Bon, il doit y avoir 30 km, quelque chose comme ça. Ça ne les effraie pas. Hein. Donc c'est un truc qui nous paraît encore inimaginable ici, ou peu imaginable. Eh bien, ça devient courant. Voilà, je vais terminer avec le potentiel de déplacement des modes actifs. Donc vous avez donné des éléments. La moitié des déplacements en France, selon les EMD, c'est-à-dire dans les agglomérations, selon les enquêtes ménages déplacements, la moitié des déplacements sont inférieurs à 3 km. Et près des 2 tiers, entre 62 à 66% des déplacements, selon les EMD, sont inférieurs à 5 km. Près des 2 tiers sont inférieurs à 5 km. Alors que j'ai dit qu'on peut faire 10 km avec un VE. Donc ça laisse rêveur et on se dit, ah oui, il y a une bonne part quand même des déplacements domicile-travail, sachant que, je ne l'ai pas écrit là mais un peu plus loin je crois, sachant que la distance moyenne domicile-travail en France est de 15 km aujourd'hui. Donc en réalité, on pourrait faire la moitié au moins des déplacements domicile-travail entièrement à vélo, mais avec des vélos un peu performants. Et bien sûr, des réseaux express vélos structurants performants. Là, je vous ai mis quelques études avec des méthodologies très différentes, essayant d'explorer le potentiel des déplacements réalisables à vélo, à Montréal, à Lille. Là, j'en ai trouvé aussi dans les agglos françaises, à Londres et en Île-de-France. Le potentiel est énorme par rapport à la pratique actuelle. Voilà, donc je termine sur ce schéma. On voit qu'un système vélo, c'est donc plein de choses, des vélos modernes, mais aussi un réseau adapté, des services. Il faut énormément de services, par exemple de réparation, et il faut également une formation, c'est-à-dire pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, il faut une compétence autour de la marche, du vélo, qu'il faut acquérir et qu'il faut renforcer par toutes sortes de moyens. Allez, j'arrête là, merci.